Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des documents assez intéressants sur un outil qui s'appelle Megafacture. Oui, bonjour. Effectivement, un outil de gestion documentaire qui s'attaque visiblement au traitement des factures. C'est ça, et les sources le présentent comme une application web qui utilise pas mal l'intelligence artificielle apparemment. Tout à fait. Notre but, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Les documents insistent sur l'automatisation, la collaboration aussi. L'idée, ça a l'air d'être de simplifier un processus qui, soyons honnêtes, est souvent un peu fastidieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, allons-y. Comment est-ce que Megafacture essaie de rendre cette gestion de facture plus simple, plus efficace ? On pourrait peut-être commencer par le début, l'accès, l'inscription. Oui, bonne idée. Alors, la première chose qui ressort, c'est l'accessibilité. On parle d'une application web. Donc pas d'installation compliquée. Non, voilà. Et une interface dite responsive, donc qui marche aussi bien sur ordinateur que sur mobile. C'est presque un standard aujourd'hui, mais c'est important. D'accord. Et à l'inscription, il y a une étape intéressante, choisir son profil. Soit professionnel. Une entreprise, un indépendant, ce genre de choses. C'est ça, on imagine. Ou alors expert comptable. Et ce choix, il suggère déjà qu'il pourrait y avoir des fonctions un peu différentes derrière. Ah oui, c'est pas bête ce profilage dès le départ. Et pour s'inscrire concrètement, et la sécurité dans tout ça ? Alors, le processus demande les infos assez classiques, prénom, nom, email, mais aussi raison sociale, matricule fiscale. Ce qui est notable, c'est qu'il mentionne une vérification des champs en temps réel. Pour éviter les erreurs de saisie, j'imagine. Exactement. Ça fluidifie l'expérience dès le départ. Et, point très important, les sources parlent d'authentification sécurisée. Essentiel quand on touche à des factures, des données financières. Absolument fondamental, pour la confiance et puis pour être en règle, quoi. La conformité, la protection des données, tout ça. Ok, donc la base a l'air pensée facile d'accès et sécurisée. Une fois qu'on est dedans, alors, le gros morceau, c'est cette fameuse IA, l'automatisation. Comment ça se passe pour l'utilisateur au quotidien ? Alors, d'après ce que j'ai lu, on peut importer les factures, soit en les glissant-déposant, oui, soit avec un bouton d'import, et ça accepte pas mal de formats. PDF, images JPEG, PNG, même Word apparemment. c'est ça. Une bonne flexibilité sur les formats d'entrée. Et c'est là, effectivement, que l'IA prend le relais. Dès que le fichier est téléchargé, hop, l'extraction des données se lance. Automatiquement. Automatiquement, oui. L'idée, c'est vraiment de lire la facture et d'en sortir les infos clés sans qu'on ait à taper. Et quelles infos l'IA est censée trouver ? Alors, les sources listent, le numéro de facture, bien sûr, la date, le montant acheté, le montant TTC, les différents taux de TVA. Ah oui, les différents taux, c'est important ça. Oui, et il y a même des choses plus spécifiques, comme le FODEC et le timbre fiscal. FODEC ? Fonds de développement de la compétitivité, c'est ça ? Et le timbre, ça sent la spécificité locale peut-être, très probablement. Le fait que l'IA soit entraînée pour ça, ça montre une volonté d'aller au-delà des champs standards. Ça suggère une adaptation à des contextes fiscaux particuliers. C'est assez poussé comme automatisation. C'est clair que c'est séduisant sur le papier. Le gain de temps potentiel est énorme par rapport à tout taper à la main. Mais est-ce que c'est fiable ? Parce que l'IA, c'est pas magique, surtout avec des factures qui ont toutes des mises en page différentes. C'est la question clé. Est-ce que les documents disent comment l'outil gère les cas où l'IA se trompe ou quand elle n'est pas sûre ? Oui, et c'est plutôt bien pensé, d'après ce qu'on lit. Il parle d'une gestion des exceptions. C'est-à-dire ? Si l'IA bute sur un champ, si elle n'est pas certaine de la valeur, un montant un peu flou, un champ mal placé sur une facture bizarre, eh bien, la zone correspondante dans l'interface reste modifiable par l'utilisateur. L'IA ne bloque pas tout. Ah, donc on garde la main. C'est rassurant. Exactement. Et il y a même une option « Retraiter la facture ». C'est-à-dire ? On peut lui demander de réessayer. C'est un peu ça. Si le premier résultat ne convient pas, ou si on corrige un truc à la main et on pense que ça peut aider l'IA, on peut relancer une analyse. Une sorte de deuxième chance pour l'automate. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est cette approche hybride. On a la vitesse de l'IA, sûrement un mélange d'OCR pour lire et de machine learning pour comprendre. Oui. Mais on garde le contrôle humain pour la validation. C'est souvent cet équilibre qui fait qu'un outil comme ça est adopté ou pas. Assez auto pour aider, assez contrôlable pour faire confiance. Oui, cet équilibre semble essentiel. Ça évite de se sentir frustré par une machine qui fait des erreurs sans qu'on puisse corriger. Bon, alors, une fois que les données sont là, extraites, vérifiées, comment on organise tout ça ? Parce que des factures, on en a vite beaucoup. L'organisation, c'est un autre point important, oui. La base, ce sont des répertoires.
Des dossiers, en quelque sorte. Ouais, des dossiers en quelque sorte. Et c'est obligatoire d'en créer pour ranger ces factures. On ne peut pas les laisser flotter. D'accord. Et point crucial, quand on crée un répertoire, il faut dire si c'est pour des factures d'achat ou de vente. Ah, distinction immédiate. Logique pour la compta. Tout à fait. Ça conditionne sûrement la suite du traitement. C'est une structure un peu imposée, mais elle a du sens. Est-ce que c'est rigide pour autant, ou est-ce qu'on peut adapter un peu l'outil à ses propres manières de travailler? Parce que chaque entreprise est différente. Est-ce qu'on parle de personnalisation? Ah oui. Et ça semble même être un des points forts. Chaque utilisateur peut définir ce qu'ils appellent sa configuration de champ. Et ça s'applique à tous ses répertoires. Sa configuration, c'est-à-dire? En gros, l'outil propose des champs par défaut, ceux que l'IA extrait, j'imagine. Mais on peut choisir d'en activer ou d'en désactiver certains. Pratique si on n'utilise pas tout, ça allège l'interface. Voilà. Mais surtout, on peut ajouter ses propres champs personnalisés. Ah, ça c'est intéressant. Oui, et avec différents types. Du texte, une date, un montant, un pourcentage. Donc on pourrait ajouter, je sais pas moi, un numéro de projet, un centre de coût. Exactement. Ou une date d'échéance particulière, le nom d'un commercial. Les possibilités sont assez larges pour vraiment coller aux besoins spécifiques de l'entreprise, au-delà de la simple compta. Oui, cette capacité d'adaptation, c'est un vrai plus. Et pour avoir une vue d'ensemble de tout ça, il y a des outils de suivi, de reporting. Oui, les sources mentionnent un tableau de bord. Un dashboard classique. Oui, qui donnerait des stats clés. Nombre total de factures traitées, l'évolution mois par mois, la répartition achat-vente. Des indicateurs assez standards, mais utiles pour suivre l'activité gérée dans l'outil. D'accord. On voit bien comment ça marche pour une personne ou une entreprise, mais souvent, la gestion des factures, ça implique plusieurs personnes. L'expert comptable, bien sûr, mais aussi au sein de l'équipe. Comment Megafacture gère la collaboration? C'est un autre axe important d'après les documents. Oui, via une invitation par email. Mais avec une gestion des rôles. Ah, des permissions différentes. Exactement. Celui qui invite choisit si l'invité a un accès en consultation, lecture seule, ou en édition, là il peut modifier. D'accord, donc on peut partager, mais en contrôlant qui fait quoi. C'est essentiel. Tout à fait. On peut imaginer partager en lecture seule avec son banquier, mais en édition avec son comptable ou un collègue. Logique? Et les sources évoquent aussi une gestion d'accès plus globale, notamment pour les experts comptables et les équipes internes. Ça laisse penser qu'il y a peut-être des réglages plus centralisés pour les organisations plus grandes ou les cabinets comptables qui gèrent plusieurs clients. Ok, partage sécurisé et différencié. Et comment on sait ce qui se passe si quelqu'un modifie une facture ou partage un dossier avec moi? Je suis prévenu comment? Bonne question. Les documents parlent de notifications en temps réel. Des pop-up? Soit des pop-up, soit regroupés dans un panneau dédié apparemment. Et ça préviendrait pour pas mal de choses. Une nouvelle invitation, une modif faite par un autre sur une facture partagée. Ou même, et ça c'est intéressant, une alerte si l'IA a détecté une erreur potentielle. Ah oui! Des notifs sur les erreurs de l'IA. C'est malin ça. Oui, ça renforce cette idée de collaboration homme-machine et de transparence. S'il y a un gros doute, non seulement on peut corriger, mais le système peut nous alerter pour qu'on vérifie. D'accord. Donc, globalement, ce système de notification, ça vise à rendre le travail d'équipe plus fluide, s'assurer que tout le monde est au courant. Après, la question, c'est toujours l'équilibre, pour pas être noyé sous les notifs. Oui, le risque de surcharge. Mais l'idée est là. Donc, la collaboration a l'air bien intégrée. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions, peut-être un peu plus avancées, ou des intégrations qui complètent le tableau? Oui, il y a une fonction assez pratique qui est décrite, la gestion automatisée des tiers. Des tiers? Clients et fournisseurs? C'est ça. Quand l'IA traite une facture, si le client pour une vente ou le fournisseur pour un achat n'existe pas encore dans la base de données de l'utilisateur, eh bien, le système l'ajouterait automatiquement. Ah ouais, pas mal. Ça évite de devoir créer la fiche à la main à côté. Exactement. Une double saisie en moins, potentiellement moins d'erreurs, moins d'oublis dans son carnet d'adresses commerciales. C'est un gain de temps appréciable. Bien sûr. La question, c'est la qualité de cette création auto. Si l'IA lit mal un nom, y a-t-il une validation humaine? Ça, les sources ne le disent pas. Mais la fonction en elle-même est intéressante. Oui, une fonctionnalité pratique, mais avec peut-être des points de vigilance à avoir. Quoi d'autre? Il y a aussi la mention d'un espace expert comptable spécifique. On revient au profil choisi à l'inscription. Ah oui. Cet espace permettrait aux comptables de créer des répertoires liés directement à un client spécifique de leur portefeuille. Pour faciliter leur organisation à eux, le tri par client, c'est vital pour leur métier. Logique pour un cabinet. Et enfin, des choses plus transversales, l'export des données.
En CSV ou Excel a priori. Indispensable pour récupérer les infos et les utiliser ailleurs. Exactement. Pour la compta, la trésor, l'analyse. Et un espace archivé, ça suggère qu'on peut gérer le cycle de vie des factures, et une fois traitées, on les archive pour la conservation légale, sans qu'elles encombrent l'espace de travail courant. Donc si on essaye de résumer tout ça, on a l'import facile, l'extraction par IA avec la possibilité de corriger, une organisation par répertoire achat-vente, mais qu'on peut personnaliser avec ses propres champs, la collaboration avec partage et notification, la gestion auto des clients fournisseurs, un espace dédié pour les comptables, et enfin l'export et l'archivage. Ça couvre pas mal d'étapes, non ? Oui, tout à fait. Si on relie tous ces éléments, les sources dessinent vraiment une solution qui essaye de prendre en charge tout le processus de gestion d'une facture, de A à Z. De la réception à l'archivage. C'est ça, en passant par le traitement, la validation, le partage. Et le fil rouge, c'est d'automatiser au maximum ce qui peut l'être avec l'IA, tout en facilitant l'exploitation des données à la fin. Une plateforme assez intégrée pour ce besoin précis. Bon, alors si on devait retenir les points clés de cette exploration de méga-factures, d'après les infos qu'on avait, clairement, une grosse mise sur l'IA pour extraire les données, Oui, mais avec cette sécurité de pouvoir vérifier et corriger. La flexibilité aussi, avec la personnalisation des champs, ça ressort pas mal. tout à fait. La collaboration qui est intégrée avec les rôles, les notifications, et puis cette automatisation qui va même jusqu'à créer les fiches clients-fournisseurs, ça cherche à simplifier le travail administratif globalement. C'est une bonne synthèse, oui. L'ensemble montre une volonté d'optimiser un processus métier qui est souvent une épine dans le pied de beaucoup d'entreprises et de comptables. Et ça amène peut-être une réflexion un peu plus large, au-delà de cet outil spécifique. Si on gagne du temps sur la saisie, ce qui est l'avantage évident, comment est-ce que l'usage de plus en plus courant d'outils comme celui-ci pourrait changer les métiers administratifs comptables ? Les compétences attendues. Ah oui, c'est une bonne question. On peut imaginer peut-être un glissement des tâches. Si la machine fait de mieux en mieux la collecte et la structuration de l'info brute, le rôle de l'humain devient peut-être plus centré sur la validation fine, l'interprétation de cette info, l'analyse des tendances grâce au tableau de bord, aux exports. Et la prise de décision derrière. Exactement. Passer de la manipulation de la donnée à son analyse, au conseil, c'est une piste intéressante sur l'évolution du travail avec ces technologies. Ça dépasse méga-facture, mais ça nous y fait penser.